Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes toujours portées disparues au Venezuela. 5 jours après le double séisme, le bilan officiel fait état de 1700 morts, mais il devrait s'alourdir. La tâche des secouristes est immense et les moyens manquent. À Caracas, c'est le deuil et la colère. Un oligarque ukrainien et 2 membres de sa famille blessés, dont certains gravement, dans l'explosion d'un colis piégé hier soir à Monaco. Les autorités de la principauté parlent d'un attentat. L'enquête est en cours. On attend dans la journée une conférence de presse. On viendra sur ces titres dans le journal de 11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, je vous propose de quitter le plancher des vaches où il fait bien trop chaud pour passer 45 minutes dans l'espace en orbite à bord de la Station spatiale internationale. C'est là qu'une Française de 43 ans commence son 137e jour à 400 km au-dessus de nos têtes. Cette Française, c'est Sophie Adno, 2e femme astronaute tricolore à aller dans l'espace. Et figurez-vous qu'elle travaille beaucoup et c'est là-dessus que l'on va s'arrêter ce matin. Les équipes de France 24 ont eu un accès exceptionnel à l'une des expériences scientifiques menées entre la planète bleue et la station. L'espace est-il le meilleur labo de la Terre? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Claudie Aigneret, Sylvain Rousseau et Olivier Sanguy. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Claudie Aigneret. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Astronaute un jour, astronaute toujours. Vous êtes la première Française, la première Européenne à être allée dans l'espace. Et 2 fois, vous avez ouvert la voie à Sophie Adno, dont on va parler aujourd'hui et dont vous êtes, je crois, l'un des modèles. Elle avait suivi, comme beaucoup d'entre nous, sur ce plateau, votre décollage pour la station russe Mir en 1996. Elle avait 14 ans. Vous êtes la marraine de la Cité de l'Espace, par ailleurs, inaugurée quelques mois après votre première mission spatiale. La Cité de l'Espace, on va retrouver dans un instant Olivier Sanguy, qui est responsable des actualités spatiales. À tout de suite, Olivier. Et puis avec nous sur ce plateau aussi, Sylvain Rousseau. Salut Sylvain. Bonjour. Journaliste France 24, spécialiste des questions spatiales. Alors pourquoi une émission aujourd'hui sur Sophie Adno, dont on suit l'aventure extraordinaire au jour le jour sur les réseaux sociaux, avec ses expériences notamment et ses moments de vie? Parce que Sylvain, vous avez eu la chance avec les équipes de France 24 d'entrer dans la salle de contrôle du CADMOS. Le CADMOS est à Toulouse, c'est le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. En gros, c'est là où on chapeaute les expériences scientifiques françaises que Sophie Adno mène dans la Station spatiale internationale, c'est ça? Oui, effectivement, le CADMOS est un service du CNES, donc du Centre national d'études spatiales, l'agence de presse française. Et ce sont eux qui sont chargés de préparer en amont toutes les expériences françaises qui vont être faites dans la station spatiale par les astronautes, notamment français, puisqu'il y a Sophie Adno. Et donc, ils vont passer plusieurs années à les développer, à les envoyer dans la station spatiale et ensuite à les suivre depuis le sol, à récupérer les résultats, etc. C'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Alors, pourquoi c'est exceptionnel? On avait fait une demande de tournage au CNES avec mon confrère de RFI, Baptiste Coulon. Et lorsqu'on nous a donné le feu vert pour tourner cette expérience qui s'appelle PhysioTool au CADMOS, on a fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on allait voir un petit peu ce qui avait déjà été fait au CADMOS pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance, et on n'a absolument rien trouvé. Il n'y avait que des vidéos internes du CNES, tournées par le CNES. Il n'y avait aucun reportage, ni télé, ni radio, simplement quelques journalistes de presse écrite, mais qui n'avaient pas accès à la salle de contrôle, qui restaient en fait dans une petite loge derrière, qui est la loge VIP. Ils regardaient à travers la vitre, et là on nous a ouvert les portes de cette salle de contrôle, et lorsqu'on est arrivé sur place, on nous a expliqué que ça fait plus de 10 ans qu'un journaliste n'avait pas pénétré, en tout cas ni télé ni radio, dans cette salle, et donc on a pu assister en direct pendant 2 heures à l'expérience PhysioTool de Sophie Adno. Et c'est vrai que ce qui nous a marqué sur place, c'est le calme et la sérénité de cette salle de contrôle où tout est minuté, tout est parfaitement orchestré. Et puis je vous propose tout simplement en fait de regarder le sujet et de voir un petit peu comment se passe justement une expérience. Avant juste qu'on lance le sujet, Sylvain, si vous le voulez bien, donc vous l'avez dit, l'expérience PhysioTool, c'est comment le corps et le cerveau humain réagissent à la vie en apesanteur et au stress de l'espace. Ça vous dit quelque chose, Claudie Aigneret? PhysioTool, vous les aviez faites aussi ces expériences, non?
Alors, je suis ravie qu'on parle de science à bord de ce laboratoire unique qu'est la station spatiale. Alors, ça s'appelait pas Physiotool à l'époque, Mais c'était mais le même ça principe. Ouais. s'appelait Physiolab, Cognilab. C'était des laboratoires pour essayer de regarder comment s'adapte un corps humain à cet environnement particulier. Parce que on est aussi avec vous depuis Toulouse, Olivier Sanguy, et c'est effectivement, c'est pour ça aussi que ça nous intéressait de faire cette émission. 80% du temps des astronautes, je crois, et on le sait peu, est consacré en réalité à ces expériences scientifiques, qu'elles soient françaises ou européennes d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire dans le planning de l'ISS, qui est pour chaque astronaute un planning par incrément de 5 minutes. Donc on voit que c'est très minuté. Et c'est une science qu'on peut faire de plus en plus parce que maintenant, il y a 7 personnes. Enfin, depuis maintenant, il y a 7 personnes à bord de la Station spatiale internationale parce qu'il faut aussi l'entretenir et la maintenir. Et le fait d'avoir des équipages de 7, ça a véritablement révolutionné la productivité, on va dire, scientifique de la Station spatiale internationale. Et donc en 8 mois, Sophie Adno mènera 200 expériences. On va regarder votre reportage, Sylvain, tourné donc au CADMOS, dans la salle de contrôle du CADMOS à Toulouse, où Sophie Adno mène cette expérience baptisée Physiotool, et on se retrouve juste après. Des rangées d'ordinateurs et une concentration maximale pour les équipes du CADMOS. Un œil sur l'agenda de Sophie Adno, l'autre sur l'astronaute en pleine expérience. Le CADMOS, c'est un centre qui va aider les scientifiques à faire voler leurs expériences à bord de la Station spatiale internationale. Le premier rôle, c'est de préparer les expériences. Et après, il y a l'équipe opérationnelle du CADMOS qui va s'occuper des opérations et de l'utilisation de ce matériel par l'astronaute. À 400 km au-dessus de leur tête, Sophie Adno exécute son expérience du jour. 2 heures de physiologie, pendant lesquelles l'astronaute bardé de capteurs devient le sujet d'études. Je mesure mes paramètres physiologiques, comme le flux sanguin, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, la qualité du sommeil, l'activité musculaire, la réactivité cardiovasculaire, plein de tests différents. Oui, on est vraiment des cobayes, les astronautes. Expérience 100% française, Physiotool soumet l'astronaute à diverses tâches physiques et mentales. L'activité de son organisme est enregistrée en temps réel. Il y a des tâches qui requièrent par exemple beaucoup d'attention, d'autres qui vont requérir certaines catégories de mémorisation, d'autres qui vont s'appuyer sur une prise de décision, d'autres qui vont au contraire s'appuyer sur la prise de risque. Donc notre objectif, c'est d'identifier où il peut y avoir de la fragilité en fonction des émotions ressenties. Des implications pour l'avenir de l'exploration spatiale, mais aussi des résultats plus immédiats, sur Terre. Les études sur le déconditionnement du corps humain en micro-pesanteur aident à mieux comprendre et à accompagner des pathologies comme l'ostéoporose, c'est-à-dire la perte de densité osseuse, l'atrophie musculaire, la baisse de l'endurance, de la tolérance à l'effort physique. Au sol, dans l'ambiance feutrée du CADMOS, tout est minuté. Les ingénieurs sont précises, concentrées et imperturbables. Alors c'est marrant quand on reflète du calme parce que là, moi, j'ai l'impression que les dernières heures, c'était la tempête. 2 heures d'expérience dans l'espace, mais des jours et des jours de travail sur Terre. On se prépare beaucoup, on anticipe beaucoup. Moi, j'ai mes fiches là qui en fait expliquent chaque activité, ce qu'on attend, quand est-ce qu'on va avoir des appels. En fait, on va prévoir énormément, anticiper aussi ce qui peut se passer. Et puis après, il y a toujours les aléas du temps réel. Avant de parler de succès, les données doivent être transmises et analysées. Pendant son séjour dans la station spatiale, Sophie Adno va effectuer plus de 200 expériences, dont 7 développées par le CADMOS. Voilà pour ce reportage que vous avez tourné avec Baptiste Coulon pour Parlons-en. Sylvain, on entendait Claudie Aigneret, Sophie Adno dire « nous les astronautes ont des cobayes ». Comment ça se passe effectivement? Vous vous retrouvez dans la station bardée de capteurs, etc. Alors, effectivement, en ce qui concerne cette partie de recherche qu'on appelle la physiologie du corps humain ou la médecine, éventuellement, s'il y a des problèmes médicaux à suivre, c'est le sujet, l'astronaute, il est cobaye. Il peut être par ailleurs opérateur d'autres manips scientifiques. Et ce qui est formidable dans ce reportage qu'on vient de voir, c'est que vous montrez qu'il n'y a pas que l'astronaute à bord de la station, mais qu'il y a toutes ces équipes d'ingénieurs, de techniciens dans les centres de contrôle, tous les chercheurs qui sont associés, qui sont présents, qui suivent en interaction avec la station.
Avec un programme, un agenda, on l'a vu, Sylvain millimétré, il est impressionnant son agenda qu'on a vu sur les écrans à Sophie Adno. Écoutez, son agenda, c'est une barre verte qui défile en fonction de la journée. Voilà, il faut absolument pas prendre de retard parce que, en fait, le temps de disponibilité d'un astronaute est proportionnel à ce que chacun fournit à la station spatiale, que ce soit pour les Européens, les Américains, les Russes, etc. Et donc le temps d'astronaute, il est précieux et il n'est pas extensible. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne a droit à un pourcentage de temps de Sophie Adno. Le reste est occupé par la NASA. Vous parliez de ses expériences européennes tout à l'heure, mais elle a aussi des expériences américaines, des expériences canadiennes, des expériences japonaises également. Tout le monde, en fait, peut envoyer ses expériences dans la station spatiale. Et voilà, le temps que vous avez pour faire ces expériences, c'est du temps d'astronaute. Et ça, eh bien, il faut le prendre en compte. C'est extrêmement précis. Sachant qu'en plus, c'est ce que disait cet ingénieur à l'instant. Il est soumis aux aléas de la vie dans la station. Récemment, il y a eu un petit stress, ils ont dû, je crois, revêtir leur combinaison parce qu'il y avait un petit sujet. À tout moment, on peut être interrompu, Claudie Ignoret. Oui, alors c'est un planning glissant. Effectivement, on essaie de suivre ce planning qui est très précis, très détaillé. Parfois, on n'arrive pas à terminer une expérience à ce moment-là, donc c'est reporté un peu plus tard. Il y a une prise de contact avec le sol à différents moments de la journée, en particulier le matin et le soir, pour remettre à jour les emplois du temps. Mais c'est très dense. Il y a non seulement ces activités scientifiques dans le domaine de la physiologie humaine qu'on vient d'évoquer, mais aussi la physique des fluides. Enfin, on expliquera peut-être pourquoi c'est un laboratoire tout à fait unique. Mais vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une station pour laquelle il y a des réparations, il y a de la maintenance, donc il y a du temps passé aussi pour faire en sorte que l'équipage soit en sécurité. Alors, il y a eu effectivement un petit souci. Il y en a d'autres qui sont un ventilateur qui ne marche pas bien, un système d'électrolyse de l'eau. On a les mêmes problèmes que sur Terre. On a les mêmes problèmes avec des contraintes peut-être plus extrêmes. Typiquement, là, sur Physiotool, Sophie Adno a eu un problème avec son casque qui ne fonctionnait pas au début de l'expérience. Il a donc fallu qu'elle aille en chercher un autre, le remplacer, etc. Et l'expérience a pris un petit quart d'heure, 20 minutes de retard qu'elle a pu rattraper derrière sur sa pause déjeuner. Un mot de vos souvenirs et de votre propre expérience, Claudie Ignoret. J'imagine qu'en 96 pour votre première mission, puis 2001 pour la seconde, on n'était pas sur le même niveau de technologie, on discutait pas comme ça, quasiment, pas quasiment, mais en temps réel avec la Terre. Il y avait quoi ? Il y avait à minima un décalage, et puis la technologie était moins. Alors il n'y avait pas de décalage, mais on n'avait pas des liaisons effectivement à 99%. Donc c'était plutôt quand on passait au-dessus des antennes de réception en Russie. Donc un temps très court pendant une orbite. Une orbite, c'est 90 minutes. Mais j'ai eu cette chance de passer du 20e siècle au 21e siècle, en volant en 96 et puis en voyant 30 ans après maintenant Sophie à bord. Et je dirais qu'à l'époque, on avait déjà des instrumentations assez sophistiquées, des expériences bien conduites. Ça fait longtemps que la France est impliquée sur ces programmes de recherche spatiale. Mais on était là plutôt à décrire les phénomènes. On n'arrivait pas à rentrer dans la compréhension, le pourquoi des choses. Aujourd'hui, avec ces 30 années, ça fait plus de 25 ans que la station spatiale est occupée en permanence par des équipages. On a cumulé des données, on a répété des protocoles. La science, c'est de la coopération. Sylvain l'a rappelé, ce sont les États-Unis, les Japonais, les Canadiens, les Européens. C'est du bien commun. Voilà, c'est du bien commun qu'on partage et donc on cumule les données et aujourd'hui on comprend les mécanismes, on peut valider les hypothèses scientifiques et on peut préparer mieux l'avenir de l'exploration et puis aussi ramener tous ces résultats au sol, ces instrumentations hyper perfectionnées dont on vient de parler, pour des enjeux qui sont nos enjeux au sol. On a fait des progrès considérables. Alors excusez-moi, il y a juste une chose aussi qui a changé avec cette station spatiale, c'est qu'on a pu multiplier les séjours longue durée. Et par exemple, sur une expérience comme Physiotool, elle se fait en plusieurs fois. C'est pas juste le jour où on était là. Sophie Adno a fait Physiotool. Elle avait déjà fait une ou deux sessions avant. Elle en a encore d'autres à faire après, et pendant tout son séjour, elle a fait des examens avant de décoller, elle en fera aussi après l'atterrissage. Eh bien, tout ça est évidemment mis bout à bout, tout est analysé pour justement étudier sur le plus long terme les effets de l'impesanteur sur son organisme. Eh bien justement, venons-en à ça, Olivier Sanguy. Pourquoi est-ce que l'impesanteur, et non pas l'apesanteur, car ce n'est pas la même chose, on va peut-être préciser d'ailleurs les termes avant d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que l'impesanteur ou la micropesanteur, c'est un sujet, c'est un outil incomparable et très précieux pour les scientifiques ?
Oui, en effet, c'est un outil, comme vous dites. D'ailleurs, on l'explique à Cité de l'Espace. On a une expo Epsilon où on montre les expériences de Sophie Hadno. Et l'impesanteur, micro-pesanteur, pour faire un peu plus technique, ça permet d'étudier les phénomènes physiques tels qu'ils sont, notamment pour la physique fondamentale. J'explique. Si vous étudiez, par exemple, de la combustion, il y a beaucoup d'expériences de combustion dans la Station spatiale internationale, vous étudiez sur Terre la combustion écrasée par la gravité. Donc, vous étudiez en fait deux phénomènes qui se mixent. Là-haut, vous n'étudiez que la combustion grâce à l'impesanteur. Et on espère faire dans le futur des combustions plus propres, donc moins de pollution. Donc voilà, quand vous enlevez un élément en science, vous permettez de mieux comprendre l'autre et vous comprenez comment après les deux agissent. Ça, c'est de la science fondamentale. Pour le corps humain, enlever la gravité qui sur Terre nous écrase permet de voir des réactions différentes dans le corps humain. Et un astronaute, en gros, c'est un modèle de vieillissement accéléré. Et après, quand il revient sur Terre, tout se remet en place. Et donc, on comprend mieux la physiologie humaine. C'est incroyable, Claude Ignoré. J'écoutais Sophie Hadno dire il y a quelques jours qu'effectivement, elle disait que la vie en impesanteur était plutôt agréable, mais qu'elle sentait l'impact sur son corps au bout de 137 jours de mission, qu'elle avait vieilli en 4 mois et demi d'entre 5 et 6 ans, qu'elle sentait dans son corps qu'elle manquait de souplesse, mais que c'était réversible. C'est incroyable, vous l'avez évidemment vécu ainsi. Alors, c'est effectivement un modèle qu'on dit de vieillissement accéléré mais réversible, ce qui est passionnant quand on s'intéresse au problème du vieillissement sur Terre, bien évidemment, parce que quand on arrive dans cet environnement où on ne ressent plus les effets de la gravité, on ne va pas utiliser ses muscles de la même façon. Vous avez vu comment on se déplace. Le fait que vous allez perdre donc du muscle et de la force, le fait de perdre de la force musculaire va impacter votre système osseux. Vous allez perdre la densité de l'os. Votre système cardiovasculaire, là aussi, va changer. Imaginez les références à recomposer quand vous arrivez en 3 dimensions et que vous utilisez toutes les parties du volume. Alors, votre cerveau, sur le plan cognitif, il va falloir qu'il se réapproprie ces références. Tous ces éléments-là, c'est exactement ce qu'on considère comme étant des symptômes du vieillissement aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est accéléré, ça apparaît. On essaye d'ailleurs de contrecarrer parce qu'on ne peut pas laisser dériver un organisme pour qu'il soit complètement adapté à cette micro-pesanteur. Tous ces astronautes à bord sont des terriens qui vont venir sur Terre. Donc, il faut les préparer au retour. C'est pour ça que vous voyez ces images de Sophie, tous ces paramètres enregistrés et ces images de sport qu'elle doit faire à bord pour maintenir sa condition. Que vous faisiez aussi. Alors, j'ai fait des séjours de courte durée, mais il y avait à bord, effectivement, un tapis roulant qui n'était pas aussi sophistiqué que celui que peut avoir Sophie aujourd'hui. Mais bon, c'est formidable, on arrive à faire... mais comment on court sur un tapis roulant en impesanteur? On a des poids sur les pieds? Alors, on n'a pas des poids parce qu'il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids, que dis-je, mince, faute. Jusqu'ici, ça allait à peu près, mais voilà, j'ai dit... Non, on vous met un harnais pour vous plaquer contre le sol et dérouler le tapis. Il y a un vélo-ergomètre à bord et puis un système de musculation de la partie supérieure du corps. Et d'ailleurs, on parlait d'expériences qui mesurent ces paramètres ou qui valident. L'Agence spatiale européenne a fait monter à bord un système d'exercice multi-parties qui va permettre de simplifier un peu cette répartition des différents exercices à bord. C'est quelque chose d'intéressant pour, quand on parlait du vieillissement, de voir ces personnes âgées ou ces sportifs alité qu'on va avoir besoin de réadapter. C'est aussi des éléments importants. Ça fait partie des expériences de Sophie Hadno qui doit tester, tester ce E4D. matériel-là. C'est ça. Et il y a 2 heures de sport par jour pour tous les astronautes. C'est dans l'agenda, c'est identifié, c'est marqué et on rigole pas avec l'horaire. Un harnais, donc bien sûr. Olivier Zanqui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ensuite on se sert sur Terre de ce que ces exercices, notamment physiologiques, ces expériences auront révélé de ce vieillissement, notamment de Sophie Hadno? On étudie notamment les changements et comment comment on revient à l'âge qu'on avait avant, en quelque sorte. Donc, on comprend mieux la physiologie humaine. Ça a été très bien expliqué par Claude Ignoré. Et je voulais rajouter quelque chose pour montrer à quel point la science est très fine là-haut. L'exercice physique est obligatoire, mais les instruments d'exercice physique sont placés dans la Station spatiale internationale de sorte à être légèrement découplés de la structure. Parce qu'on s'est rendu compte que quand un astronaute fait un exercice, notamment lorsqu'il court, il entraîne des vibrations et ces vibrations
peuvent gêner les expériences scientifiques. Donc, tous ces instruments de sport sont placés en quelque sorte, ils flottent un petit peu par rapport à la station pour ne pas gêner la science à bord de la station. Donc on se rend compte à quel point tout cela est très très fin. Oui, la science avant tout. Alors Sophie Adno vous a raconté d'autres choses, Sylvain, que ce qu'on a entendu dans le reportage à l'instant, et notamment que parmi les expériences qu'elle menait, elle participait à la recherche sur la lutte contre le cancer qui lui tenait à cœur. On va l'écouter. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec les équipes du CADNOS, c'est indéniable. Et puis aussi, c'est une satisfaction de contribuer à faire progresser la médecine de demain au service de futures missions d'exploration, mais surtout au bénéfice de tous sur Terre. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, là, je vais vite partir à mon activité suivante pour aller contribuer à la recherche sur le cancer, qui, ça aussi, est très, très importante pour moi. En fait, ce que j'adore, c'est que les domaines de recherche sont très, très variés, mais les expériences ont toutes un objectif commun, celle d'étendre nos connaissances au service de tous. Et la diversité des sujets prouve que la recherche spatiale a un grand rôle à jouer pour un avenir meilleur. Et je dois dire que pour moi, en particulier, c'est très stimulant de passer d'un domaine à l'autre. Les jours ne se ressemblent pas et j'apprends en permanence. Voilà, le sourire de Sophie Adno, on y reviendra dans un instant parce que sa personnalité joue beaucoup aussi là-dedans. Claudie Agneray, la recherche sur le cancer ici en France, ici sur Terre, en France notamment, apprend de ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes. Ça te paraît fou ? Oui, alors on a parlé de la physiologie humaine, de l'humain dans son entier, mais il y a plein d'expériences qui sont faites à bord sur les cellules. On a parlé de la physique de la combustion, mais l'écoulement des fluides, tous ces éléments effectivement intéressants. On arrive aujourd'hui à cultiver dans l'espace des cellules, par exemple des cellules de cartilage, des cellules osseuses. On peut même avoir ce qu'on appelle des organoïdes, des petits organes sur des chips qu'on arrive à déterminer. Ça existe au sol, mais au sol, c'est compliqué parce qu'il y a la gravité qui écrase tout ça. Et là, on peut avoir des choses où on n'a pas besoin d'échafaudage pour constituer la troisième dimension. C'est le cas aussi pour les cristaux, la cristallisation. On dit qu'on a des cristaux beaucoup plus gros, beaucoup plus purs. Et ça permet d'aller tester des cibles thérapeutiques, des nouveaux médicaments. On peut potentiellement créer des nouveaux médicaments et tester comment ils vont attaquer telle ou telle cible. Et c'est là où on progresse énormément. Et la recherche médicale, il y a eu des innovations concrètes et réelles ici sur Terre, obtenues grâce aux travaux des astronautes dans l'espace ? Il y en a eu énormément. Alors non seulement grâce aux travaux des astronautes, mais aussi grâce aux travaux des équipes au sol qui ont préparé toutes ces missions. Quand on parle d'avancées technologiques liées à l'espace, on n'aurait pas assez de l'émission pour toutes les nommer, mais déjà tout ce qui passe par les satellites est dû à l'espace, que ce soit la télévision, le téléphone, le GPS, même les balises Argos de détresse, par exemple. Tout ça est lié à l'exploration spatiale. L'outillage sans fil aussi, par exemple. Écoutez, j'ai déménagé le week-end dernier, j'étais bien content d'avoir une perceuse et une visseuse sans fil. Et tout ça vient de là, le petit aspirateur que vous utilisez à table pour ramasser les miettes. À l'origine, il a été conçu par la NASA pour ramasser la poussière sur la Lune. Le détecteur de fumée aussi, qui a été extrêmement perfectionné suite à l'accident d'Apollo 1, où les astronautes ont brûlé vif dans leur capsule. On a développé à partir de là les détecteurs de fumée, mais on peut en donner plein. En termes de médecine, l'imagerie médicale, l'IRM vient de l'exploration spatiale, les purificateurs d'eau, les bras robotisés aussi, qui peuvent permettre des opérations, notamment du cerveau extrêmement pointues. On savait dû parler du secteur médical. La médecine à distance vient de là, le textile unifugé, les airbags qu'on a dans les voitures, etc., etc. La nourriture lyophilisée aussi, par exemple, le lait maternisé. Et celui qui m'amuse le plus, parce que c'est celui qu'on attend le moins, les couches culottes également ont été inventées au moment de la conquête spatiale. Claudie Agneray, levez la main. Je ne vais pas parler des couches culottes, mais je voulais évoquer effectivement c'est pour dire qu'il y a tout un tas de domaines. Oui, l'instrumentation médicale que vous avez abordée, Sylvain. En 96, il y a 30 ans, j'avais déjà des expériences pour faire des échographies du cœur et des vaisseaux. Mais vous faisiez vous-même des échographies. Faire soi-même et trouver la bonne coupe. Les radiologues vous expliqueront comment c'est difficile d'avoir une coupe qui permet d'interpréter. Donc on passait des heures avec des organes qui effectivement n'avaient plus la même place que quand on avait appris au sol à se préparer. Et aujourd'hui,
il y a EcoFinder, qui est la suite de ces évolutions d'instrumentation échographique, qui va permettre, parce qu'il y aura de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle, on pose la sonde et elle trouve toute seule la zone d'intérêt. Vous imaginez, vous avez parlé de télémédecine, de ces cas isolés où on a besoin de faire des diagnostics à distance et où il n'y a pas d'experts sur place pour vous aider. Vous avez aujourd'hui une machinerie qui va transformer tous ces éléments d'instrumentation en télémédecine. Pardon, je joue le rôle de néophyte sur ce plateau. Pardonnez-moi, mais vous avez dit d'un mot, les organes des astronautes bougent pendant le temps de la mission ? Alors, ils bougent parce qu'il n'y a plus le poids du corps. On en revient toujours à cette histoire de gravité. Évidemment. Regardez, vous avez des courbures dans votre colonne vertébrale, ce qu'on appelle la syphose. Tout le monde se tient très droit. Tout le monde se tient très droit. On se dit, tenez-vous bien droit. Bon, bien évidemment, quand le poids ne s'exerce pas, vous allez avoir, on dit que les astronautes grandissent pendant la mission spatiale. C'est surtout parce qu'ils déploient leur courbure. Et je vous rassure, ou je vous déprime, mais au retour au sol, vous reperdez les quelques centimètres à gagner. Donc, votre cœur, votre estomac, tout ça va trouver une autre façon de se positionner dans l'organisme. Et il y a une adaptation absolument formidable. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, cette adaptation, c'est de se dire, si on est capable de s'adapter à des conditions aussi extraordinaires, ça veut dire qu'on a cette capacité de plasticité, d'adaptation dans notre organisme. Et pour un médecin que je suis, je trouve ça tout à fait extraordinaire de se dire, il y a peut-être des mécanismes, des choses qu'on n'a pas compris, qui vont être révélées dans ces conditions très particulières. Ça nous permet de penser autrement et de faire des découvertes. Ça crée de la douleur physique, justement cette absence de gravité, ce déplacement d'organes, ou en tout cas cette fluctuation. Non, le déplacement d'organes, on va le ramener à sa juste proportion. Mais voilà, certains peuvent avoir du mal de dos. Certains. Alors, mais en étant là-haut, pas forcément au retour, mais là-haut. Oui, là-haut, qui n'apparaissait pas. Il peut y avoir des petites choses dans cette adaptation. Du trouble du sommeil, il peut y avoir le fameux mal de l'espace au début du vol, parce qu'on va se retrouver avec des références très différentes. Mais tout ça est en général transitoire. Il y a aussi, bien sûr, toute la pharmacopée qui va bien à bord pour traiter les petites pathologies. Les astronautes sont entraînés au sol à être un petit peu la première couche de formation médicale pour prendre en compte ce qui peut se passer à bord, et puis bien sûr aidés par le sol, puisqu'on est en temps réel en contact avec le sol. Mais je voulais juste vous rassurer, Pauline, quand on dit que les organes bougent, vous ne vous retrouvez pas avec le cœur dans le talon et les intestins dans le bras. J'ai bien compris. Pour revenir sur ce laboratoire extraordinaire qu'est la Station Spatiale Internationale, pour les questions de physiologie, on l'a dit, mais pas que. Sylvain Olivier Sanguier expliquait à l'instant tout le nombre d'applications de ces recherches sur Terre. Outil très précieux, au point de justifier le coût que représente aujourd'hui la Station Spatiale Internationale. C'est de l'argent bien investi ? Oui, c'est de l'argent bien investi. Puis il faudrait aussi ne pas préciser que le spatial. Il faudrait préciser, que le spatial, c'est pas si cher que ça. Souvent, on parle de milliards, ça impressionne. Alors, je vais volontairement prendre le budget de la NASA. Pourquoi ? Parce que c'est l'agence spatiale civile qui a le plus d'argent dans le monde. En gros, c'est 25 milliards de dollars par an. Alors, ce n'est pas tout pour l'ISS, c'est aussi l'exploration robotique, etc. Et on va se dire, oh là là, c'est très cher. Mais en fait, ce n'est que 0,5% du budget de l'État américain. Et la même chose en Europe. Le spatial, ce n'est pas le budget qui mange les autres. C'est très raisonnable, mais avec ce très raisonnable, on fait énormément. Voilà, et surtout, sans ce qu'on a appris dans la station, on aurait collectivement moins avancé. Oui, parce que l'espace est un milieu très dur. Outre, il y a l'avantage de ne pas avoir donc la gravité terrestre, ça on en a parlé, mais c'est aussi un milieu qui est très demandeur. C'est-à-dire que dans l'espace, vous ne pouvez pas être juste bon. Vous devez être excellent. Et donc, ça pousse, si vous voulez, les curseurs. Ça aide à penser en dehors de la petite boîte dans laquelle on peut être enfermé sur Terre. Et donc, on progresse probablement plus vite. Et même, on trouve des choses qu'on ne trouverait pas en restant sur Terre. C'est l'avantage du spatial. En dehors de la petite boîte, je vous vois acquiescer, Claudie Agnuret. Oui, ouais. Donc c'est un accélérateur de connaissances. Olivier le dit très bien. Et puis, comme c'est un environnement effectivement extrême avec plein de contraintes, c'est un labo d'innovation.
Alors ça, ce sont des éléments importants. C'est un investissement en sciences, c'est un investissement bien sûr sur cette recherche et sur l'innovation. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus, et les images qu'on voit de Sophie, l'impact qu'elle a sur les jeunes générations, de se dire... mais qu'est-ce que c'est inspirant de voir à quel point on peut se dépasser, faire des choses qui ont un intérêt général, communiquer ça. J'ai plein de jeunes enfants aujourd'hui qui m'en parlent et il y a des expériences pédagogiques, on n'en a pas parlé. Elle a planté des graines et il y a 4000 classes sur Terre, 260 000 enfants qui ont planté les mêmes graines et qui vont comparer. Alors la démarche scientifique et la pédagogie de la science et de culture scientifique, c'est absolument extraordinaire. Puis un autre point qu'Olivier et Sylvain ont abordé, c'est que tout ça se fait en coopération. Et je pense que c'est important de rappeler que dans la Station spatiale internationale, aujourd'hui, c'est de la coopération, qu'il y a des Russes, qu'il y a des Américains, des Européens, parfois des Japonais ou des Canadiens, selon les constitutions d'équipage, qu'on met en commun les données, qu'on essaie de partager correctement, de penser comment ça va se développer. Je crois que c'est un bel exemple, sur le plan politique également, de la gouvernance quand on essaie ensemble de réaliser quelque chose qui nous dépasse tous. Un endroit précieux de concorde. Un endroit précieux. À propos d'excellence, on voit sur les images, on a vu à l'instant Sophie Adno. Alors elle a donné rendez-vous sur les réseaux sociaux à tous ses followers, comme on dit en bon français, le dimanche matin pour les rendez-vous de la science. À l'instant, on la voyait se laver les cheveux. Ça n'a l'air de rien, mais en réalité, on peut tirer nombre de discussions de ce lavage de cheveux avec l'eau. Alors elle raconte que c'est très pratique. En réalité, c'est plus simple de se laver les cheveux dans l'espace que sur Terre parce que ça tient, dit-elle, et on s'en met pas partout. Et en cela, c'est vrai qu'elle a quelque chose vraiment de fantastique. C'est une scientifique, elle aime ça. On va écouter les équipes du CADNOS qui racontent à quel point c'est un bonheur de travailler spécifiquement avec Sophie Adno. Elle est toujours très joviale, le grand sourire. Dès qu'il y a une caméra, justement, elle en profite pour nous faire coucou. Donc c'est bien parce qu'on a l'impression d'avoir un contact avec elle. Sophie, elle est à la fois très humaine parce qu'elle ose manifester ce qu'elle ressent, mais à la fois extrêmement professionnelle parce qu'elle reste extrêmement très concentrée sur ses tâches. On l'a vu puisqu'on a pu la suivre tout au cours de l'expérimentation par caméra. Et donc voilà, c'est Sophie, c'est carré, c'est professionnel, c'est fait avec beaucoup de focus sur la tâche, beaucoup de sérieux. Voilà, Olivier Sanguy et Claudie Aigneret évoquaient sur le plateau toutes ces classes, ces élèves ici en France qui suivent Sophie Adno dans l'espace. Vous sentez une forme de Sophie Adno mania du côté de la Cité de l'Espace à Toulouse ? Oui, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions, qui posent des questions à mes collègues qui sont en contact avec le public. On a une exposition sur la mission de Sophie Adno. Donc oui, ça monte. Et puis, il y a cette participation avec les écoles qui est très importante parce que c'est, outre le fait de le lien avec l'astronaute elle-même, là-haut, vers la Station spatiale internationale, la sensibilisation au spatial et ce que ça apporte, c'est aussi une sensibilisation très importante actuellement à la démarche scientifique. On a une époque où sur les réseaux sociaux, malheureusement, on parle de Terre plate ou du fait qu'on n'est pas allé sur la Lune soi-disant. Et donc là, on a véritablement une introduction à la méthode scientifique par l'expérience en liaison avec une astronaute française. Donc ce n'est que du bénéfice. Voilà, et puis on la voit avec ses cheveux en l'air, Sophie Adno. Il a été dit par des mauvaises langues, Sylvain Rousseau, que c'est vrai qu'elle passe derrière, si j'ose dire, Thomas Pesquet, qui avait été assez précurseur en matière de communication avec le public, le grand public. Et des mauvaises langues auraient dit qu'elle était moins efficace, moins impactante que lui. C'est faux, Sylvain. Alors, ça dépend à quelle mission de Thomas Pesquet on se réfère, parce que Thomas Pesquet, il a fait 2 missions. Et effectivement, c'est le journal Ouest France qui avait compilé les apparitions de Sophie Adno dans les médias après 2 mois passés dans l'espace, et ils avaient comparé ça avec les apparitions de Thomas Pesquet. Et effectivement, on se rend compte que Sophie Adno apparaît
11 000 fois dans les médias, contre 4 500 seulement pour Thomas Pesquet lors de sa première mission. C'est vraiment à l'issue de sa première mission que c'est devenu une star. En revanche, effectivement, sur sa deuxième mission, il apparaît 2,5 fois plus qu'elle. Il est imbattable sur sa deuxième mission, évidemment, parce que quand il est parti, c'était déjà une star, parce que tous les Français le connaissaient, parce qu'en plus, il avait été à ce moment-là commandant de la station spatiale. Il y avait eu plusieurs sorties extravéhiculaires. C'est encore aussi peut-être tout ça qui manque un petit peu à Sophie Anneau. On va ajouter quand même que depuis qu'elle est partie, elle est aussi... desservie, si j'ose dire, par une actualité internationale et française qui est assez incroyable entre l'Iran, le Liban, la canicule, etc. Mais alors c'est peut-être là où on peut où certains en tout cas peuvent lui faire ce petit reproche, c'est que moi je me rappelle du deuxième séjour de Thomas Pesquet. À chaque fois qu'il y avait une actualité dans le monde, on recevait une photo de la station spatiale. Et vous pouvez être sûr que s'il avait été là-haut, on aurait reçu 17 photos du détroit d'Ormuz, du Liban, de la France sous canicule, etc. Ce qui permettait qu'en fait on parle de lui en permanence. Mais après, c'est pas grave. On peut pas le reprocher à Sophie Anneau. C'est pas la même personne, c'est pas le même caractère, c'est pas la même ambition, c'est pas la même volonté non plus. Elle, on le voit en fait, je trouve dans le sonore, dans l'interview qu'on a diffusée d'elle, elle est passionnée par la science. C'est vraiment ça qui l'intéresse, c'est ça qui la motive, et c'est ce qui transparaît aussi dans ses publications sur les réseaux sociaux. Mais non, on peut pas dire qu'elle est invisibilisée. Oui, et puis c'est pas son job, Claudie Agnoret, nécessairement, de nous envoyer des photos du détroit d'Ormuz à Sophie Anneau. Non, déjà, on va attendre le deuxième vol de Sophie Anneau, et Oui, je pense qu'elle déjà. va écraser tous les... Il y en aura un, c'est certain? Non, c'est pas certain. C'est pas certain, ouais. Quand on Non, mais voilà, entre on dans peut une pas carrière comparer un premier d'astronaute, vol et un on ne peut deuxième pas vol. comparer un premier vol et un deuxième vol, c'est le point. Après, Sophie l'a dit, elle n'a pas beaucoup de temps pour aller regarder par le hublot et prendre des photographies, parce que vous avez vu son programme de travail. Le programme donc est elle chargé. est dédiée effectivement à la science. C'est aussi une ingénieure formidable, et donc elle fait beaucoup d'activités sur la maintenance, la réparation. Aujourd'hui, il y a une sortie extravéhiculaire, c'est elle qui prépare toutes les activités. Oui, de ces deux astronautes de la station. Pour la sortie de Jessica et Chris. Donc elle a une responsabilité d'ingénierie de maintenance à bord importante. Elle est hyper occupée. Alors elle nous envoie de temps en temps des petites images. Je pense qu'elle est en train de constituer. Elle a toutes ces activités. Elle a même récemment, j'ai trouvé ça très beau, lu un astropoème. Poème écrit par des classes. Il y a eu plein de propositions de poèmes. Elle avait lancé ce concours. Et voilà, c'est la sensibilité de Sophie. Elle n'a pas à reproduire ce que d'autres font. Mais quand vous écoutez bien ou que vous suivez ses réseaux sociaux, elle est toujours très attentive à ce qui se passe partout. Ah oui, Et elle envoie des petits messages où elle dit « Je pense à vous, la canicule ». Voilà, c'est faire reposer beaucoup sur les épaules de quelqu'un qui a beaucoup à faire par ailleurs aussi. Oui, et puis c'est pareil, on disait Thomas Pesquet, c'était son deuxième voyage. On sait déjà aussi, au-delà de l'aspect notoriété, quand on fait un deuxième voyage, on sait un peu plus ce qui nous attend, où est-ce qu'on va pouvoir se dégager du temps, où est-ce qu'on va pouvoir faire des choses en plus. On ne demande pas à Sophie Anneau de faire la même chose que Thomas Pesquet. Après, c'est sûr que si cet été, par exemple, elle fait une sortie extravéhiculaire et une fois qu'elle sera rentrée, vous pourrez être sûr qu'on en parlera tout autant parce qu'elle elle transmet de la bonne humeur et on a un peu besoin de ça aussi. Oui, vous qui la connaissez, Claudie Agnoret, elle a quelque chose de solaire. C'est vrai qu'elle est... Elle est solaire, elle est authentique, elle est généreuse, elle est rayonnante. Ça fait vraiment tellement plaisir de la voir impliquée dans l'envie du partage et de transmettre. Elle était déjà comme ça avant sa mission spatiale, très impliquée, on n'en a pas parlé encore, mais pour donner de la confiance aux jeunes filles, pour se lancer dans elle était la marraine de Oz avec Super Héros où elle a fait ses études, donc déjà très engagée sur ces aspects de transmission. Elle s'y tient, c'est absolument important, indispensable, transmission de la science, la démarche scientifique, comme le disait Olivier. Elle met tout ça en valeur. Suivez tous ces petits moments de science du dimanche matin. Ça nous fait vraiment du bien, c'est extraordinaire. C'est vrai que ça fait du bien. Et puis, bon, vous le savez mieux que nous, et vous le rappeliez à l'instant, promouvoir la place des filles dans les sciences, c'est un long chemin et on n'y est pas encore tout à fait... Ça fait 30 ans que je m'y emploie. Voilà. Et on continue là-dessus. Alors oui. Oui. Inspiration, on l'a évoqué à un moment donné, le fait de voir Sophie aujourd'hui. Je pense que ça va déclencher des choses, ça va donner du courage, ça va permettre de franchir. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin d'une jeune génération qui se projette dans l'avenir. Et il faut des
parcours comme cela, des figures comme cela. Je dis merci à Sophie pour ça aussi. Comme vous avez inspiré les petites filles, les ados de ma génération. Les filles. Claudie, Moi, j'ai pas que peut-être les filles, attiré mais- davantage les filles, mais elle attire les filles et les garçons. J'ai plein de témoignages. C'est vrai. Mais le modèle quand on est une fille est très important aussi, notamment dans les sciences. Alors vous disiez qu'elle allait sans doute faire une autre mission. Moi, je me pose la question. Si j'ai bien compris, la Station spatiale internationale, Olivier Sanguet va prendre sa retraite, je crois, d'ici 2030. Débat, d'ailleurs, je le lisais en préparant cette émission, débat sur ce que va advenir de l'objet Station spatiale. Alors, où iront les astronautes quand la Station spatiale internationale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que c'est la fin des voyages en orbite ? Non, et la NASA, même si elle a un programme lunaire qui se veut très ambitieux, elle a clairement dit qu'elle voulait continuer à avoir des missions dans une ou des stations. Le modèle va changer, c'est-à-dire côté américain et probablement aussi européen. L'idée, c'est de confier au secteur privé les futures stations spatiales et la NASA achètera du temps à bord de ces stations privées. Donc, elle externalise, si vous voulez, le côté station. Ce qui est un peu triste, c'est que la coopération internationale dont on parlait et qui était très importante, Claudie en parlait, elle risque un petit peu de se parcelliser puisque les Russes veulent faire leur propre station. On sait que l'Inde veut faire une station spatiale habitée aussi et on aura des privés. Mais l'important, c'est de continuer à faire de la science là-haut. Et oui, vous avez raison, oubli impardonnable, les Chinois ont déjà la leur. Donc, bon, on va un petit peu se diviser, mais d'un autre côté, si on fait plus de science, on va finir par y gagner. Oui, Claudie, aussi, Sylvain, peut-être on va vers ce moment de concorde qu'on évoquait tout à l'heure, où une partie des astronautes du monde se retrouvent au même endroit au même moment, chacun dans sa station. Est-ce qu'on y gagne collectivement ? Alors, collectivement, pas forcément, puisque justement là, ce qui fait la force de la science dans la station spatiale, c'est que toutes les données sont partagées, qu'elles soient européennes, canadiennes, japonaises, américaines et même russes. Toutes les données sont partagées, ce qui permet d'avancer évidemment beaucoup plus vite avec une vision d'ensemble. Si vous avez une station russe, indienne, chinoise, 3 stations privées américaines et 2 stations privées européennes, chacun va faire ses expériences dans son coin. Et ça va être beaucoup plus dur d'agglomérer en fait ces données et chacun avancera en fait dans son coin. Mais il restera quand même des endroits de coopération. Alors ils sont peut-être moins globaux qu'ils le sont maintenant, mais Olivier l'a dit, le programme lunaire américain est très ambitieux. Il se fait aussi sur un système de partenariat, toujours avec les Européens, les Japonais et les Canadiens, mais on sait qu'il y a encore peut-être d'autres pays qui vont s'impliquer là-dedans. Et c'est peut-être là qu'il va falloir aller chercher la coopération, plutôt que dans une sorte de privatisation de l'orbite basse, donc on ne connaît pas encore réellement les contours non plus. Oui, c'est la coopération qui est un peu en danger ? Je vais pas reprendre le mot de privatisation de l'orbite basse, parce que je pense que la puissance publique et les agences institutionnelles elles vont toujours être là. Il ne faut pas croire que ça sera uniquement privé. Et cette maturité de déléguer des choses aux entreprises privées, ça existe. Vous avez évoqué les constellations, les lancements, ça existe depuis 10 ans, 15 ans. Donc il y a une maturité technologique sur cette possibilité pour le privé de fournir des services et des infrastructures. Mais la plupart du temps, il y a du support public et du financement public pour que ce soit les lanceurs, les constellations ou les stations spatiales. Ça va donner plus de possibilités d'accès à l'espace. Les coûts sont réduits. Les coûts vont se réduire. Donc ça veut dire que non seulement on aura le ministère de la Défense, les organismes de recherche, les universités qui participeront, mais qu'on va voir apparaître aussi des recherches d'entreprises privées. On évoquait le travail de laboratoires pharmaceutiques sur la peau, le cartilage des cellules. Il y a des entreprises sur des nouveaux matériaux qui sont intéressées aussi à travailler dans l'espace. Donc on peut se dire que ça va permettre aussi la réalisation de choses plus importantes. Alors après, je crois qu'il va falloir trouver cet équilibre entre l'institutionnel, le développement économique et puis les aspects de bien commun. Oui, symboliquement, il y a quelque chose de très beau dans le fait que cet endroit existe, où se retrouvent tant d'astronautes de tant de nationalités, quand sur Terre, c'est plus compliqué. Il ne faut pas désespérer que les mécanismes de coopération puissent continuer à se mettre en jeu. Puis Sylvain a évoqué la Lune. Moi, je ne désespère pas que la Lune devienne aussi un territoire sur lequel on puisse penser solidarité, coopération. N'ayons pas peur des gros mots, Mais très concrètement, Sophie,
Sophie Adno, si elle repart, elle pourrait se retrouver dans un vaisseau privé, donc dans une station privée, je veux dire. Elle peut même aller sur la Lune, pourquoi pas. Et pourquoi pas aller sur la Lune. Il n'y a pas de date de fin de mission prévue, il me semble, Olivier Sanguy, sauf erreur de ma part, pour Sophie Adno. Alors, il y a une date prévue pour le départ de la relève côté américain. D'ailleurs, à propos de vaisseaux privés, il faut savoir que Sophie Adno est déjà allée dans la station spatiale avec un vaisseau privé, la Crew Dragon de SpaceX, parce que la NASA a confié au privé le transport de ses astronautes. Oui. Donc, pour l'instant, la NASA dit que la relève, le vol dit Crew 13, puisque Sophie Adno, c'est le vol Crew 12, doit décoller au plus tôt, à la mi-septembre. Donc, on a un horizon à la mi-septembre. La relève arrive. Généralement, il reste une semaine ou quelques jours ensemble. Et là, ce sera le retour de Sophie Adno et ses collègues. Pour la fête d'intégration, comme on dit, un mot, on en reparlera d'ici l'automne. Claudie Agneray, le retour sur Terre. J'écoutais une archive de vous pour préparer cette émission et vous disiez que la Terre, vous n'avez pas franchement manqué et que vous n'étiez pas forcément impatiente. Enfin, disons que vous avez retrouvé ces odeurs, c'est quelque chose évidemment de très fort, mais que bon... Vous auriez pu rester encore un petit moment là-haut. Oui, mais j'ai fait des vols courts. Oui. Alors, évidemment, il y a un petit peu la frustration en voyant Sophie voler 9 mois, apprendre la Terre par cœur et faire 200 expériences scientifiques. Oui, elle me fait envie, bien évidemment. Mais le retour sur Terre, vous l'évoquez, on a dit que le corps était quand même fragilisé, déconditionné. Et moi, j'ai trouvé le retour sur le plan physiologique plus sportif que ne l'était la mise en orbite. Je dis ça avec un clin d'œil parce que souvent mes collègues masculins disent que c'est plus viril. Bien sûr. Alors, c'est plus sportif, l'impact au retour. Mais voilà, on retrouve d'un seul coup la pesanteur. Il faut réhabituer ses vestibules, ses petits capteurs, à se mettre debout, à avancer, à retrouver sa force. Et là aussi, il faut dire merci à tous ces médecins qui nous accompagnent et qui font la réadaptation au retour. Et puis Sophie, au retour, elle va avoir des expériences de contrôle, d'évolution, et elle va faire le tour des ingénieurs et pour expliquer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Un rétexte, comme on dit chez les militaires. Voilà. Absolument. Bon, et puis c'est un point important. Et parler au grand public et parler à tout le monde pour expliquer. Et puis gérer un petit blues de l'espace aussi, peut-être. J'imagine qu'on se dit, bon, c'était pas mal là-haut. Chacun le ressent comme Bon, on en reparlera en tout cas pour l'instant. Oui, pour l'instant, elle est encore là-haut. Elle continue à nous faire vivre. Allez sur le compte Instagram, notamment de Sophie Adno. C'est merveilleux. Et vraiment, ça fait du bien et au cœur et à la tête. Merci infiniment, Claudie Agneray, d'être venue ce matin sur ce plateau. On est fiers de Sophie. On pense à elle et on l'embrasse là où elle est en ce moment. Sylvain Rousseau, merci beaucoup. Merci. Ce reportage donc au Catmos à retrouver sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup, Olivier Sanguy. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau à distance depuis Toulouse. Une émission à revoir en replay et écouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.